Ok, donc vidéo correction. Donc on va reprendre au fur et à mesure les différentes questions. Et j'essaierai d'illustrer ça avec 2-3 animations flash, surtout pour les deux premières les deux premières questions pour que vous essayiez de vous représenter un peu ça. D'accord ? Donc première chose, quand on étudie le mouvement, la première chose que vous devez définir, c'est le référentiel. D'accord ? Ça c'est le mot scientifique. Mot scientifique pour point de vue. Le référentiel, c'est le point de vue. Et souvenez-vous, si je change de point de vue, je peux changer totalement ma perception du mouvement. D'accord ? Référentiel, point de vue. C'est la première chose que je dois définir. Pourquoi ? Ça doit vous rappeler une chose lorsque je parle là, du mouvement des planètes. C'est l'exemple que je vous ai donné pour illustrer ce côté point de vue, ce côté référentiel. Avec la question, est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou le Soleil qui tourne autour de la Terre ? Tout ça, ça dépend de votre référentiel. L'étude, si on veut être très rigoureux, le mouvement, la perception du mouvement change en fonction de mon référentiel. Si je prends le Soleil comme point de vue, comme référentiel, automatiquement, j'ai la Terre qui tourne et Mars qui tourne autour du Soleil. Si mon référentiel, c'est le Soleil. Bien évidemment, si je change de référentiel, si je prends mon référentiel la Terre, si je prends comme point de vue la Terre, la perception change. D'accord ? Le mouvement du Soleil est circulaire et le mouvement de Mars est, ici, curviligne, on va dire. Même si c'est un mouvement rétrograde, mais bon. Ça, c'est autre chose. Pareil, souvenez-vous, par exemple, au niveau de la chute, il y a un vélo qui avance et une personne lâche une balle. En fonction du point de vue, je change totalement ma perception de la chose. Par exemple, le vélo avance, je prends le point de vue du vélo. La personne lâche l'objet. Bon, bah, sans grande surprise, l'objet tombe droit. Mais ça, si c'est le vélo, mon référentiel. Si mon point de vue, c'est celui du vélo. Ça tombe de façon droite. Rectiligne, on verra justement après. Par contre, si je suis à l'extérieur, par exemple, je suis au niveau du châle, et que je regarde le mouvement de la balle tombe, mais le vélo avance aussi. Donc, le mouvement de ma balle, ma perception du mouvement ne sera pas du tout la même. Dans ce cas-là, le référentiel, c'est le vélo. Dans ce cas-là, le référentiel, c'est le chat, par exemple, à l'extérieur du vélo. D'accord ? Toute ma perception du mouvement dépend de mon référentiel. Et ça, je peux prendre ça pour n'importe quoi. Une valve de vélo, c'est-à-dire une roue de vélo, du point de vue du vélo, bah, le mouvement est circulaire, ça tourne. Si je suis à l'extérieur, ça tourne, mais ça avance en même temps. Vous voyez que la trajectoire n'est pas du tout la même. D'accord ? Donc, la perception du mouvement dépend du référentiel. C'est la première chose que vous devez définir. Référentiel, point de vue. Ok ? Ensuite, pour chacun des cas suivants, pour chacune de ces chronophotographies, décrire le mouvement. Je pense que je vais passer ici pour la suite pour pas que ça devienne trop brouillon. Alors souvenez-vous, avant d'attaquer la suite, je vais vous parler un peu de la chronophotographie là. Ça. La chronophotographie, quand j'étudie un mouvement, vous n'avez pas forcément toujours les vidéos. Et même si vous avez les vidéos, pour faire une étude, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Donc on fait une chronophotographie. C'est-à-dire que là, imaginons que je vais faire une chronophotographie d'un télésiège qui monte. À intervalles de temps réguliers, par exemple toutes les 5 secondes, je vais prendre une photo et je vais l'immortaliser dans le paysage. Et ça me permettra d'avoir l'illusion du mouvement. Exemple ici, 5, 5, 5, vous voyez, vous avez le chronomètre ici, là. Toutes les 5 secondes, je prends une photo, je remonte là, 5, photo, 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 et je les ai toutes superposées. Ça, c'est une chronophotographie. Chrono, temps, photographie, photo. Donc, dans le temps, j'ai la position de mon objet au fur et à mesure. Donc, même si j'ai pas la vidéo en entier, j'ai l'illusion du mouvement et là-dessus, je vais pouvoir faire mon étude. D'accord ?
Donc, les chronophotographies, c'est souvent ça qu'on utilise, c'est quasiment ça qu'on utilise, hein, qu'on fait l'étude du mouvement. C'est le même principe ici, c'est une balle par exemple qui roule et je fais des photos à intervalles de temps réguliers. Pareil ici, pareil ici. Et donc décrire chacun des mouvements, c'est donner deux informations. N'oubliez pas. Décrire un mouvement, c'est donner la trajectoire, c'est-à-dire comment ça bouge, et la vitesse, à quelle vitesse ça bouge. Est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est lent, mais en utilisant les mots scientifiques. Je m'explique. Pour le premier cas, le mouvement, au niveau de la trajectoire, est rectiligne. Les trois cas, c'est rectiligne. Rectiligne, c'est quand ça va droit. C'est ça le mot que je voulais. Rectiligne, c'est quand ça va droit. Circulaire, quand ça va en cercle. Très beau bon cercle. Et curviligne, on ne sait pas trop. D'accord ? Pour vous, pour le moment, c'est ça. D'accord ? Donc, les trajectoires sont rectilignes. Par contre, ce qui change entre chaque trajectoire, c'est la vitesse. Première, mouvement rectiligne. Et la vitesse. Il suffit de regarder un peu l'espace entre les balles. L'espace ici est constant. Donc la vitesse est constante. Et un mouvement à vitesse constante, on appelle ça uniforme. D'accord ? Pour le premier cas ici, le mouvement est rectiligne, parce que ça va droit, et uniforme, parce que la vitesse est constante. Alors, souvenez-vous, quand on parle de mouvement, il faut toujours deux mots. D'accord ? Un mot, deux mots, pour décrire complètement le mouvement. Dessous, mouvement rectiligne, toujours parce que ça va toujours droit dans le deuxième cas. Hein. Par contre, l'écart entre les balles, il augmente. La vitesse, elle fait de même. Mon objet, là, au fur et à mesure, il va gagner en vitesse. Donc, il va être rectiligne, accéléré. Pardon. Parce que l'écart entre les balles augmente, ça veut dire que la vitesse va augmenter, et un truc qui augmente sa vitesse, c'est un truc qui est accéléré. Toujours deux mots. Rectiligne, parce que ça va droit. Si c'était en cercle, on aurait dit circulaire accéléré. Ou si c'était bizarre, on aurait dit curviligne accéléré. Mais là, c'est droit, donc c'est rectiligne accéléré. Toujours deux mots pour la description du mouvement, n'oubliez pas. Pour le dernier cas, c'est un peu le contraire. Hein. Mouvement rectiligne parce que ça va droit. Et l'écart entre les balles, regardez, ça diminue. Donc la vitesse diminue. Et donc, allez, on va considérer comme ralenti. D'accord ? Le mot exact, c'est décélérer. Je vais y arriver. Décélérer. D'accord ? Rectiligne parce que ça va droit, circulaire si ça va en cercle, curviligne quand on ne sait pas trop. Et accéléré lorsque l'écart entre les objets augmente, décéléré lorsque l'écart entre les objets diminue, et uniforme si la vitesse est constante, c'est-à-dire si l'écart reste constant. L'écart reste le même. D'accord ? 3 cas. Voilà, c'est les mots qu'on utilise. On ne va pas dire ça va droit, ça va vite. Non, on va dire rectiligne, accéléré. On ne va pas dire ça va droit, ça va lentement. On va dire rectiligne, décéléré. D'accord ? Formule de la vitesse. Je vais passer relativement vite. Kilomètres par heure. Kilomètres divisé par des heures. Donc si je veux avoir une vitesse, je fais une distance et je divise par un temps. Kilomètres par heure. Mètres par seconde. Centimètres par minute. D'accord ? Votre formule pour calculer une vitesse, on fait distance divisé par temps. À vous ensuite de le mettre dans le triangle pour pouvoir ensuite faire une étude classique. D'accord ? Deux catégories de forces. Toutes les forces qui existent, je peux les classer en deux catégories. Ces deux catégories, comme je vous ai dit, lorsque je prends un objet dans la main, c'est une catégorie. Et lorsque j'utilise un aimant, c'est une autre catégorie. À savoir, dans les deux cas, j'exerce une force sur l'objet. Sur ma bille en métal, par exemple. Je prends une bille en métal, je la pousse avec la main, et j'attire une bille en métal avec un aimant. Alors, c'est pas répulsif et attractif.
Parce que je pourrais aussi attirer l'objet avec ma main. Non, les deux catégories, c'est le fait que est-ce qu'il faut que ça touche ou est-ce qu'il faut que ça touche pas. Donc deux catégories, les forces de contact. Par exemple, lorsque je prends un objet dans la main, il me faut obligatoirement que je touche cet objet, que j'ai un point de contact, et les forces à distance. Contact par exemple. Allez. Main sur une bille. Force à distance. Aimant sur une bille. Vous avez les deux cas justement sur la bille. D'accord? Les deux catégories, on distingue deux catégories. C'est mal fait finalement. Les forces de contact, lorsqu'il faut que ça touche, je vais mettre sur le côté. Lorsqu'il faut que ça touche, d'accord? Et les actions à distance, lorsque il n'y a pas besoin que ça touche pour qu'il y ait une force qui s'applique pour que l'objet se mette en mouvement ou ce genre de choses. D'accord? Force de contact et force à distance. Pareil, lorsque je vais étudier une force. Quand j'étudie une force, il me faut 4 caractéristiques. Lorsque je veux savoir tout d'une force, il me faut 4 informations. Une force, c'est effectivement une action qui va s'appliquer sur un objet. Si je veux avoir toutes les informations sur cette force, parce que c'est ça qui va finalement définir son mouvement, qui va influencer son mouvement, sa direction et ainsi de suite, justement. La force, les 4 caractéristiques, c'est déjà point d'application. À quel endroit la force agit. Ça permettra de savoir aussi si c'est une force de contact ou à distance. Le côté gauche d'un carré, le haut d'une bille, le bas d'une bille, le centre d'un objet, et ainsi de suite. À quel endroit ma force agit, le point d'application. D'accord? Une fois que je connais le point d'application, il faut connaître le sens et la direction. Le sens et la direction. C'est-à-dire horizontal, vertical, oblique, vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. Parce que vertical c'est bien, mais vertical vers la gauche ou vers la droite. Horizontal c'est bien, vers la gauche ou vers la droite, vertical c'est bien, vers le haut ou vers le bas. D'accord? Sens et direction, ça permet de savoir dans quel sens, dans quelle orientation, va m'avoir ma flèche. Parce qu'on représente justement une force avec un vecteur, et bien évidemment, donc, un vecteur, c'est le mot scientifique, on va dire, pour flèche, pour donner le sens de translation d'un objet. Si on veut être un peu plus mathématique. Point d'application 1, sens 2, direction 3. Le dernier, c'est est-ce que c'est violent ou pas? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intensité. Et c'est un chiffre qui s'exprime en Newton, parce que c'est lui qui a travaillé dessus, N. D'accord? Donc, lorsque j'étudie une force, il me faut 4 caractéristiques, le point d'application, le sens, la direction et l'intensité. Point d'application, à quel endroit ça agit, le sens horizontal, vertical, la direction vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas, et l'intensité, c'est-à-dire est-ce que ça va être une forte action ou est-ce que ça va être une faible action. Une bombe atomique, c'est une forte action. Une TNT, c'est une forte action. Une fourmi qui vous rentre dedans, c'est une faible action. D'accord? Donc, quand j'étudie une force, je dois avoir ces 4 caractéristiques, ces 4 informations pour justement faire une étude complète. Ok? Sixième, les effets d'une force. Globalement, une force, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça va entraîner sur un objet? Globalement, il y en a 3. Il y a 3 informations. 2 qui sont liées et une dernière qui est légèrement différente. Si j'agis sur un objet, si j'exerce une force sur un objet, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est par exemple je tape dans un ballon, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va se mettre en mouvement. Première chose, une force, ça peut mettre en mouvement un objet.
mon ballon il est parti, à ce moment-là, le gardien il voit la balle arriver, il ne veut pas qu'elle rentre, donc il va exercer une autre force sur la balle, qui est déjà en mouvement. Donc il ne va pas remettre la balle en mouvement, non. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer son mouvement. Et il va changer quoi? Notamment modifier la trajectoire d'un objet. Objet, je vais y arriver. D'accord? Mettre en mouvement un objet, modifier la trajectoire d'un objet. Et dernier cas, justement, si j'exerce une force très importante sur le ballon, mais vers le bas, alors qu'il est déjà sur le sol, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je vais exercer une force, le sol va exercer une contre-force, et ces deux forces, qu'est-ce qui va arriver au ballon? Il va rester effectivement immobile. Certes, c'est vrai, il va rester immobile, il ne va pas se mettre en mouvement. Si j'écrase, justement, le verbe écraser, c'est une force particulière, c'est une des effets des forces, c'est déformer un objet. D'accord? Les trois effets d'une force, alors j'aurais dû rajouter effectivement, parce que mettre en mouvement et modifier le mouvement, on peut les mettre quasiment ensemble. D'accord? Donc, effet d'une force, soit mettre en mouvement, soit modifier le mouvement, soit déformer l'objet. D'accord? Et dernière chose, donc, dessiner le vecteur force, dessiner la force qui s'exerce sur un objet. Donc pour représenter une force, on a ses caractéristiques, mais pour les représenter, on va utiliser le vecteur force, c'est-à-dire une flèche. Une flèche qui part d'un endroit, qui a un certain sens, une certaine direction, une certaine longueur. C'est à ça que servent ces caractéristiques-là. C'est de savoir finalement, bon ben voilà, la force par exemple que le bonhomme là, il est en train d'exercer sur le carré, il part bien d'un endroit, il a bien un sens, une direction et une certaine intensité. Donc ma flèche que je vais représenter, c'est une certaine longueur. D'accord? Donc ici, dessiner le vecteur force de la poussée. Alors premièrement, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont répondu ça. Ils ont représenté, le vecteur force c'est une flèche, c'est la flèche de la poussée de la personne et je vais faire ça. Non. Alors si la flèche a le bon sens et la bonne direction, c'est ça qui est juste. Si je veux mettre ce qui est juste, il a le bon sens et la bonne direction, c'est vrai. Par contre, le monsieur, il n'est pas en train de pousser le carré à l'extérieur du carré, non, il est en train de pousser sur le carré, et ma flèche, elle a peut-être pas la bonne longueur. Il a une certaine intensité imposée par l'échelle qui est précisée ici. Ça permet de savoir justement la longueur de la flèche du vecteur force que je vais représenter. Donc, méthodique toujours, c'est toujours la même chose de toute façon. Je suis méthodique. Alors, dessiner la force. Point d'application. À quel endroit ma force elle agit? Elle agit à quel endroit? Au niveau du contact. Au niveau du point de contact. Il agit à cet endroit-là. D'accord? Sens direction. Donc s'il pousse, on a bien compris que c'était droit et que ça allait dans ce sens-là. Maintenant, ce qui m'intéresse surtout, c'est, voilà, ma flèche, elle fait quelle longueur? Sachant que on me donne l'échelle, c'est-à-dire un équivalent newton-centimètre. 1 cm, c'est 100 newtons. Une force de 250 newtons, la longueur de ma flèche, ça va être 2,5 cm. Et forcément, pour faire ça, là, il faut que je sois le plus précis possible. Donc pour représenter mon vecteur force, représenter la force de la personne, on part du point d'application. Là, 50 cm, alors oui effectivement, mais je vais utiliser 1 cm, 2 cm, 3 cm. Je ne sais pas exactement pourquoi il a fait ça. Faites pas attention au 10, c'est 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 et ainsi de suite. Donc, ici, je fais 100 newtons
200 newtons, 250 newtons. Bon. Ma flèche doit avoir une longueur de 2,5 cm. Et hop là, je termine ma flèche. 2,5 cm. 2,5 cm pour 250 newtons. Ça, c'est un exercice très important, le dessin. D'ailleurs, je vous mettrai ça vraisemblablement en exercice cette semaine. Dessiner une force. On va s'entraîner là-dessus, en plus des corrections de la prochaine fois. Donc, flèche qui part du point de contact, qui a le bon sens et la bonne direction. Je ne vais pas faire une flèche de l'autre côté, hein, il n'est pas en train de tirer. Je ne vais pas faire une flèche qui monte en haut, il n'est pas en train de soulever mon objet. Il n'est pas en train de l'écraser, non, il le pousse, donc il va dans cette direction-là. Et ma flèche, mon vecteur force, ma flèche force, elle doit avoir une certaine longueur en fonction de l'intensité et de l'échelle qu'on m'impose ici. Si c'était, imaginons, si c'était 1 cm 1 newton, 1 cm 1 newton, bah mon objet, ma flèche, elle aurait fait 250 cm. Bon, ça aurait été compliqué, oui, mais ça aurait été ça. Si on m'avait donné 1 cm égale à 50 newtons, bon bah, 1 cm 50, 2 cm 100, pardon, 3 cm 150, 4 cm 200, 5 cm 250. Il aurait terminé là, par exemple. La flèche aurait terminé là. Avec toujours le bon sens et la bonne direction. Mais là, on a imposé 1 cm 100 newtons. D'accord? Donc, on va démarrer là avec ça. Ça, c'est ce que vous devez retenir. S'il y a un truc à retenir, en fait, c'est quasiment la fiche de rappel. Les rappels de 5e et de 4e. Sur étudier un mouvement et caractériser les forces. Il faudra attendre juste que vos camarades de 4e terminent les vidéos sur les volts et les ampères, justement pour pouvoir avoir les vidéos de mécanique, mais elles reviendront si vous voulez effectivement faire des révisions. Ok? Donc, ça c'est tout pour ce début. On va reprendre tranquillement avec l'activité 0 pour la prochaine fois faire une étude un peu plus concrète sur une chose, la gravité. Alors pas la gravité de la situation, parce que ça on sait que c'est relativement grave, dans la gravité, c'est-à-dire la force de gravitation, la pesanteur sur un objet. Parce que c'est une des forces que l'on connaît le mieux et qu'on peut quantifier très facilement. L'intensité de cette force. Mais on verra ça la prochaine fois. Donc tenez-vous au courant des informations, d'accord, toujours, soit sur Web Collège, soit sur l'onglet à propos, d'accord, faites attention, c'est l'onglet à propos, plus l'onglet information, parce que certains n'ont pas l'onglet information sur téléphone, par exemple. Donc, vous retrouvez les informations, notamment des classes virtuelles qui devront arriver cette semaine, normalement, peut-être demain matin, mais je vous donnerai plus d'informations à ce niveau-là. D'accord? Bon, bah sur ce, portez-vous bien, et je vous souhaite une bonne continuation. Allez, bye!